Clash Culture nous aideront à déterminer si oui ou non il faut lire le nouvel ouvrage de Philippe Besson consacré à Emmanuel Macron. Et le film de cette rentrée, c'est le redoutable Louis Garrel joue Godard pour Michel Hazanavicius. Nous sommes allés à la rencontre du réalisateur. Et enfin, la scène musicale s'apprête à ouvrir sa toute première exposition. Elle est consacrée à la Calas. Nous vous y emmènerons. Et enfin, notre journaliste musique Olivier Nuc a écouté en avant-première le nouvel album d'Étienne Dao, Verdict, en fin d'émission. Voilà, vous l'aurez compris, cette rentrée est placée sous le signe justement de la rentrée littéraire. Réparer les vivants de Maïs Kerangal était sorti pour la rentrée de janvier 2014. Si je parle sous votre contrôle, Étienne, justement parce que vous êtes venu évoquer avec nous la rentrée littéraire, cette exception française, hein, une période durant laquelle là vont sortir 581 romans. Presque 600. Ouais, presque 600, dont 390 français. C'est notre séquence Bonnefeuille. Et la séquence Bonnefeuille C'est la qui séquence arrive. Bonnefeuille. Alors Étienne de Montetti, première question. D'abord, est-ce que c'est une bonne rentrée littéraire selon vous? Je trouve que c'est une bonne rentrée littéraire parce que aucun livre n'écrase les autres. On a connu des années avec un Michel Houellebecq ou avec un Jonathan Littell où dès le mois d'août, on ne pouvait pas parler d'autre chose que de ces deux livres et les autres n'existaient pas. Cette année, c'est extrêmement ouvert. Il y a un certain nombre d'auteurs qui voudraient confirmer, c'est des gens qui ont déjà écrit 3, 4, 5 livres. Et puis il y a des nouveaux romans, c'est un peu la caractéristique de la rentrée littéraire, c'est-à-dire des découvertes de gens dont on ne sait rien, on ne sait pas qui ils sont. On reçoit simplement un livre et on se plonge dans un livre sans du tout savoir qui est l'auteur derrière. Et là, on a souvent des bonnes surprises, ou du moins on découvre des choses qui sont prometteuses. Et ça, c'est toujours très, très agréable. Ce qui marque la rentrée littéraire, c'est la course au prix. Véronique Olmy vient d'avoir le prix FNAC pour Bakita. Là, sont tombées la semaine dernière et hier le Médicis, les listes, les premières sélections des prix, du prix Goncourt, du prix Renaudot et du prix Médicis. Est-ce que, selon vous, elles reflètent, ces trois listes, la tonalité générale de cette rentrée littéraire? Relativement. Par exemple, Olivier Guèze a été très salué pour son livre La disparition de Joseph Mengele. Il est sur les trois listes. Alice Zeniter, qui est une romancière prometteuse, qui a écrit un joli livre sur l'Algérie, sur le sort des harkis, et sur l'art de perdre, sur deux des trois listes, je crois. Janeda. Philippe Janeda, qui est un auteur qui est en voie de consécration. C'est quelqu'un dont on parle tous les ans, qui est parfois un peu oublié des prix. Cette année, avec la Serpe, effectivement, c'est peut-être l'année de sa consécration. Et surtout, on a l'impression qu'il y a enfin un équilibre entre les éditeurs. Non, c'est pas souvent, c'est souvent Gallimard, Grasset, Seuil. Là, on a l'impression la Serpe, c'est chez Julia. Oui, alors la première liste est chez Viviane Ami, qui est une petite éditrice. C'est vrai. La première liste est toujours quand même relativement ouverte. Mais on voit, et ça se resserre après, mais on voit quand même qu'Olivier Guèze est chez Grasset, que François-Henri Désérable, par exemple, avec un certain monsieur Pielnielki, consacré à Gary, c'est chez Gallimard. Mais par exemple, Marc Duguin, qui est un livre qui marche très très bien, d'un auteur consacré notamment par le public, qui est dans sa veine américaine, là ils vont tuer Robert Kennedy, il est sur aucune liste. On voit qu'il fait une course à côté des prix, c'est autre chose. Il n'a pas besoin de prix, Qui n'a pas besoin de prix? Qui n'a pas besoin de prix? Il a un immense succès public depuis des années, c'est vrai, mais après tout, pourquoi les jurés ne s'intéresseraient pas à Amélie Nothomb, elle a fini par avoir un prix un jour, alors qu'elle avait déjà beaucoup de succès. Oui, le prix de l'Académie française. Bien sûr. Même David Funkinos, il a fini par avoir des prix. Alors Étienne de Montetti, quels sont vos coups de cœur cette année? Qu'est-ce que vous nous recommandez de lire? Alors s'il fallait en citer qu'un, parce qu'on ne va pas faire des listes, j'ai beaucoup aimé le Olivier Guèze, effectivement, Joseph Mengele. J'ai trouvé que c'était une reconstitution extrément précise de le titre exact, c'est la disparition de Joseph Mengele. Donc c'est chez Grasset, ce médecin nazi qui a quitté l'Allemagne à la fin de la guerre, qui s'est réfugié en Amérique latine, et ça raconte la fuite et la traque de cet homme dans un monde qui est le monde de l'après-guerre, qui est un monde désordonné, qui est un monde qui n'est pas du tout fermé comme celui d'aujourd'hui, et où un homme comme Mengele, avec le lourd passé qui est le sien, parvient à vivre. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il parvient à vivre de moins en moins bien, la nasse se resserre, et on voit, et c'est très très bien rendu, très bien décrit, même par le rythme et le style du livre, qu'il y a un enfermement dans lequel Mengele va se trouver et qui va le conduire à ce qu'on sait depuis d'ailleurs, c'est qu'il est mort à la fin des années 70. Et alors, est-ce que vous avez des déceptions cette année ?
Alors, le livre des Érables dont je parlais tout à l'heure, Oui, qui donc est sur une... deux des trois listes. Oui, dont on parle beaucoup, un certain monsieur Pielkelny, pardon, j'ai du mal à prononcer ce mot, qui était un des... Pied-nickelé, c'est plus facile. C'est une phrase de Romain Gary, La presse de l'Aube, et c'est une sorte de promenade dans l'œuvre et dans la vie de Romain Gary par un jeune écrivain qui se met en scène dans son livre pour raconter ses lectures et sa découverte de Romain Gary. Je trouve que quand Gary est là, vraiment, c'est très intéressant. Quand Des Érables est là, ça l'est moins. Et c'est parfois un petit peu paresseux dans sa recherche de Romain Gary comme un auteur extrêmement connu sur lequel il a été écrit des choses, à mon sens, beaucoup plus profondes. Et après, il y a le cas aussi des auteurs très attendus. Je pense notamment à Kamel Daoud, qui est un peu décevant, non? Oui, c'est peut-être pour lui une mauvaise idée d'être revenu avec ce livre, qui est un livre assez bavard, un livre qui n'a pas vraiment de trame, et au-delà de la personnalité intellectuelle de Kamel Daoud, qui a éclaté ces dernières années avec les prises de position qui sont les siennes, finalement le romancier se révèle moins intéressant que le chroniqueur. Ouais. Messieurs, Jean-Christophe Buisson, Grégoire Le Ménagère, très rapidement, est-ce que vous avez un coup de cœur, une déception chacun pour cette rentrée littéraire? Coup de cœur, Olivier Guèze aussi, aussi. Et puis un jeune auteur qui est inconnu, qui est sur aucune liste, qui s'appelle Victor Pouchet, qui a fait un livre qui s'appelle Quand les oiseaux meurent ou tombent, je ne sais plus. Quand les oiseaux meurent. Quand les oiseaux meurent. C'est dans la sélection du Figaro littéraire des premiers romans. Édition Finitude, ceux qui avaient sorti Olivier Bourdeau en attendant Super Jingles, que Grégoire avait adoré, moi un peu moins. Et c'est un livre, une sorte de chronique absurde, drôle et assez profonde. Une quête du père. Une quête du père, mais sur une petite croisière sur en Normandie. C'est ce que j'allais dire, chez c'est Grégoire chez vous. Le Ménager. Et Emmanuel Moublet. Moi, je suis en train de lire le dossier M de Grégoire Bouillet. Moi, je suis très impressionné par son écriture. J'ai lu seulement certains papiers qui relataient que des petites histoires donnant des noms pour dire qu'il y a eu des gens dans la vraie vie qui... Moi, je ne veux pas savoir ça. Ça me parasite la lecture. Là où il y a un vrai auteur, une liberté, une plume, moi, il m'intéresse beaucoup. Grégoire Le Ménager, on n'a pas eu votre avis. Oui, non, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sur aucune liste de prix. C'est le livre de Pierre Ducrozet, qui s'appelle L'invention des corps, qui est paru chez Actes Sud. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qui se passe avec les jurés littéraires, mais on a l'impression qu'ils évitent les livres d'Actes Sud, comme s'ils ne voulaient pas être soupçonnés de complaisance à l'égard du nouveau ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui était la patronne d'Actes Sud jusqu'à il y a quelques mois. Toujours Actes Sud a eu récemment 2 prix. Par ailleurs, Actes Sud a été bien servi ces dernières années, c'est vrai. Non, mais L'invention des corps de Pierre Ducrozet, c'est très très bien. Pierre Ducrozet, c'est un assez jeune écrivain, c'est son 3e ou 4e roman, je crois. Et ça se passe en Amérique aujourd'hui. C'est l'histoire d'un ingénieur en informatique mexicain qui s'enfuit, qui se retrouve dans la Silicon Valley et qui se retrouve à servir de cobaye à un transhumaniste furieux qui veut abolir la mort. Et raconté comme ça paraît complètement délirant. En fait, le livre est hyper bien documenté. Moi, on comprend absolument tout à ces délires transhumanistes-là. C'est presque un film de Houellebecq, je ne parle pas d'un livre. Oui, en même temps, il y a un côté road movie, un côté thriller, donc ça se lit tout seul. Et on comprend tout à l'histoire du transhumanisme aujourd'hui, et à l'état de la recherche là-dessus, et à l'histoire d'Internet aussi, et depuis le début. Enfin, tout ça est très bien raconté, très bien ficelé, dans un style très énergique. Bon. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des coups de cœur littéraires pour cette rentrée, à les partager sur le chat Facebook du Figaro et à nous poser vos questions. On est évidemment là pour y répondre. Voilà. Et on va parler tout de suite de Réparer les vivants. Réparer les vivants, donc, c'est le roman de Maïs de Kerangal. Rappelons-le, c'est tiré du titre de Platonov de Tchekhov. La phrase exacte, d'ailleurs, dans la traduction de Françoise Morvan et André Markovitch, c'est « enterrer les morts ». Réparer les vivants. Et en fait, c'est exactement ce double mouvement que vous réussissez à mettre brillamment en scène. Vous vous engagez dans cette course contre la montre qui est une transplantation cardiaque, en interprétant les différents personnages, puisque vous interprétez plusieurs personnages, vous disséquez, si je puis dire, la machine qui va se mettre en marche après la mort accidentelle un matin de Simon Limbre, 19 ans, dont le cœur, la vie même, va être transmise à Claire, 50 ans, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Et avant d'en parler ensemble, je voudrais qu'on regarde tout de suite un extrait. Je veux voir Simon. Virgilio Breva, vous partez prélevé à l'hôpital du Havre. Qu'est-ce qu'ils foutent à la Pitié? Je vous pose cette question car si la personne décédée, ici votre fils, Simon, n'a pas fait connaître son refus de son vivant,
Si elle n'a pas exprimé son opposition, il faut nous interroger ensemble et nous poser la question de son consentement. Attendez, du consentement à quoi? Du consentement au prélèvement de ses organes afin de permettre des greffes. Alors Emmanuel Deblay, vous avez fait des études de juriste avant de, Eh oui. de faire du théâtre. Vous êtes Eh oui. après passé par le conservatoire de Rouen. Donc a priori, vous étiez quand même assez éloigné de l'univers médical. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le texte de Malice de Kerangal? Ah ben, le style, avant tout, c'est le texte, c'est la matière première pour un acteur. Moi, je fais cette démarche-là pour faire un projet personnel après 15 ans de métier avec différents metteurs en scène, différents partenaires de jeu. Et je cherche à un moment à faire un projet qui m'appartienne. Et quand je découvre ce texte, donc le début janvier 2014, je sens ce souffle, cette écriture. Et puis, voilà, il y a une symbolique incroyable. Il y a des thématiques sociales, culturelles et un enjeu politique et citoyen que je découvre à travers le don d'organes dont j'ignorais absolument tout, mais qui me passionne tout à coup. Et j'y trouve un sens à la vie, à la mort peut-être aussi. Et puis ces métiers qu'on découvre, notamment le métier d'infirmier coordinateur, qui est là dès le début, qui fait un entretien avec les parents, qui est là jusqu'à la fin, qui prend soin des familles. Un peu le tampon finalement. Le tampon entre toutes les équipes, à gérer aussi les susceptibilités des chirurgiens qu'on réveille en pleine nuit, des familles. Donc il y a à la fois cet aspect médical très, très précis et en même temps un facteur humain sensible, fragile, psychologique, très fin, magnifiquement décrit par Malice de Kerangal. Et à la lecture, je me dis, c'est évident que ça, c'est une matière de théâtre. Ouais. On ne vous a pas dit que c'était du théâtre au départ. Non, on m'a pas dit que c'était du théâtre. On me l'a rappelé pendant 14 mois en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et moi-même, j'avais des intuitions. Je me disais, il faut se mettre face au public comme un coordinateur se met face à des parents. J'aurai 2 chaises et je mets une blouse blanche parce que c'est pas de décor, quelque chose de très simple, comme ça les gens imaginent. Moi, j'aime ce théâtre-là où moins on en montre, plus le spectateur imagine. Et le seul en scène, il permet ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le mec ne peut pas tout jouer. Du coup, on imagine. Et les gens me disent, c'est formidable, vous jouez tout. Et c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de voix off. Mais ils vont imaginer les parents, ils vont imaginer telle ou telle personne. Et c'est là où je trouve qu'on se rapproche le plus du livre, dans la mesure où on peut se refaire son film et réactiver son imaginaire comme à la lecture. Ouais. Et justement, moi, ce qui m'a frappé dans la mise en scène, que je trouve extraordinaire, c'est vraiment le fait que vous réussissiez, non pas à vous effacer derrière ce drame et derrière le texte, mais à sans cesse mettre en valeur les mots de Malice Kerangal. Enfin, pour le dire autrement, à pas faire un numéro d'acteur, à essayer de rester toujours dans la pudeur, de jamais aller dans le pathos non plus, comme si vous vouliez être, ça correspond un peu à ce que vous venez de nous dire, un passeur. Rester un passeur. C'était l'ambition. Oui, j'espère, merci. Moi, je voulais pas faire le malin avec ça, surtout aussi parce que le sujet s'y prête pas du tout. Il y a une pudeur dans l'écriture moi je suis pas d'un tempérament suffisamment exubérant pour. Enfin, il fallait pas du tout faire ça. C'était le risque. Il y avait 2 risques. C'était soit le pathos, sombrer complètement dans le pathos parce que le bouquin est bouleversant, soit faire regarder. Voilà. Alors il y a un passage où parce qu'il faut sourire un peu, sinon ça n'est que drame, et que le bouquin est fait de passage de la vie à la mort. Il y a un moment où sur le chirurgien italien qui en fait des caisses, c'est écrit dans le roman, j'en fais des caisses aussi. Et puis ça fait respirer un peu le public et je crois qu'on en a besoin. Mais il fallait rester pudique. Ouais. Alors François parlait justement de la langue de Malice de Kerangal et surtout de ce vocabulaire médical que vous arrivez à rendre théâtral et presque poétique. Ça vous a pas effrayé ça au départ, ce langage purement technique? Je crois que j'ai... oui, enfin... ça ne m'a pas effrayé, mais je sentais que, comme une langue étrangère dont on va aimer la musique, ça peut participer de l'attraction et voilà, captiver le public. Moi, j'aime ces moments où c'est comme un début de chapitre où on ne sait plus du tout où on en est, on est complètement perdu, mais on a aimé ce qu'il y a avant, alors du coup, on va continuer. Et on retombe sur nos pattes. Et c'est ça aussi dans le bouquin, il y a des trucs, on ne sait pas ce que c'est incroyable. Je ne savais évidemment pas ce que veut dire ischémie ou laparotomie, mais voilà, et on découvre ces spécificités de ces métiers et des métiers de passion qui
nous passionne, nous intrigue, et ouais, j'ai aimé ça. Je suis sûr que ça participe de l'écoute du spectateur. Ouais. Vous en êtes à la 188e. Oui, je crois. Hier soir, 188. Ouais. Hier soir, 188e représentation. Bah, pour quelqu'un, enfin, on vous disait que c'était pas du théâtre. Finalement, c'est du théâtre. Vous avez le Molière, le Beaumarchais. Vous disiez que vous avez mis en scène cette pièce parce que vous ne trouviez pas de rôle ou vous n'aviez pas de rôle. Est-ce que justement cette pièce-là, cette aventure avec le texte de Maïs Kerangal a changé votre vie professionnelle ? J'espère qu'on va me proposer autre chose que des seuls en scène, parce que maintenant on me dit tu vas faire notre seul en scène. Ça y est, le nouveau Philippe Cobert. Non mais oui, moi je veux pas refaire de seul en scène. D'abord celui-ci, je pense que je le continuerai à le jouer longtemps parce que j'ai un bonheur fou à le jouer, mais je veux retrouver des camarades de jeu et j'espère que ça va donner envie à des metteurs en scène de m'embaucher comme ça s'est passé pendant des années. Oui. Après c'est avant le Bourgeois gentilhomme avec la mise en scène de Catherine Yegel. Et donc moi j'espère maintenant retrouver des camarades de jeu dans d'autres productions. Un peu seul là Oui, c'est une solitude. C'est une solitude jouer seul. Enfin, c'est vraiment c'est jouer avec le public parce que elle est là, l'écoute. Mais oui, c'est vrai que, enfin, en tournée, là je retourne à la maison le soir, mais quand on est en tournée, comme ça m'est arrivé pour les 126 dates l'année dernière, quand on se retrouve tout seul dans la loge et ensuite, bon, j'ai un régisseur génial, mais quand on a mangé tous les soirs de l'année avec lui et quand on cherche la taverne ouverte après 23h de Maître Canter. Il faut pas ne pas le citer, c'est le seul ouvert après 23h. L'attention du public, justement, c'est toujours la même chaque soir. Vous sentez qu'il y a des moments différents selon les salles et ils réagissent de manière Ils réagissent de manière selon les passages. Ouais, ils réagissent. J'ai des points de rendez-vous. On sait que si là, à ce moment-là, le silence il est là, on va le retrouver là, là et là. Et on sait que il y a toujours des points de repère. Voilà, on sait, sur n'importe quel spectacle, les acteurs vous diront, si là, ça rigole là, c'est gagné. Mais s'il n'y a aucune réaction sur ce point-là, eh ben, on va sortir les rames pour le reste. Et c'est vrai. Et c'est comme ça que à chaque soir, on s'en rend compte. Mais ce qui me fascine le plus, j'ai aucune explication, c'est pourquoi, et je vais le revérifier là en jouant une longue série à Paris, pourquoi dans une même ville, tous les mardis ressemblent à peu près aux mardis précédents, etc. Non mais c'est vrai. Et que le public du jeudi n'est pas celui du vendredi, qui n'est pas celui du samedi. Est-ce que c'est géosociologique? Non mais c'est vrai. Le samedi, les gens ont plus envie de sortir, de se marrer. On va envoyer Emmanuel Todd. Non mais il y a quelque chose à identifier là-dedans. Ces réactions communes d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, qui sera pas la même chose la veille. Alors, on a une question sur le chat de Facebook, une question de Fessal qui vous demande si vous avez un passage, une scène préférée dans cette pièce. Alors, j'ai un peu gardé, pas tout ce que je préférais parce qu'il fallait raconter l'histoire de toute façon dans sa globalité. J'ai dû en couper malheureusement que j'aime énormément. Il y a un passage qui continue à me toucher. Et parfois même, je lutte un peu contre l'émotion parce qu'il ne faut pas du tout tomber dedans. Ouais. J'aime beaucoup le moment où l'infirmier arrête tout le prélèvement et vient murmurer à l'oreille de Simon, qui est en état de mort encéphalique, et qui transmet ce que les parents ont chargé de transmettre, en disant que les parents pensent à lui, sa copine aussi, etc. Et ça, à la lecture, ça m'avait bouleversé. Et puis pour moi, c'est aussi un moment dans le jeu, dans cette 1h25 de marathon pour moi, c'est un moment où je me pose. Oui, d'ailleurs, c'est pas vous qui vous ne chuchotez rien. Non, si, à ce moment-là, je chuchote. Il y a un autre moment où je peux respirer, où j'ai une voix off, mais là, ce moment-là, c'est un moment de douceur. Et alors, est-ce que ce spectacle, il a changé un petit peu votre vie tout court? Est-ce que, par exemple, peut-être il a changé un peu votre rapport à la mort? Il est 9h30, je pense. Moi, j'aime beaucoup l'idée de est-ce que ça vous a changé votre vie en changeant votre rapport à la mort? Voilà, j'aime bien cette question. Alors, j'ai combien d'heures? Vous avez 2 minutes 30, très exactement, on me dit dans l'oreillette. Non, mais moi, je sais pas pourquoi non, ce que ça a changé, c'est d'abord... Bon, là, j'ai une reconnaissance professionnelle, c'est extrêmement agréable, hein, je ne vais pas vous mentir, surtout quand on a connu des hauts et des bas inhérents à tous les parcours d'acteurs, intermittents, et voilà. Mais non, ce que ça... Moi, ça m'a toujours fasciné, je crois, cet endroit où on se bat pour la vie, cet équilibre entre la vie et la mort. Est-ce que c'est parce que je suis un grand prématuré et qu'on avait dit à mes parents qu'on ne tiendrait pas, ma sœur jumelle et moi,
peut-être. Après, j'aime bien ce genre Enfin, on m'a dit ça, pourquoi pas. Mais ça ne change pas ma vie, mais j'aime beaucoup tous les témoignages que j'ai reçus de gens qui, soit famille de donneurs, soit receveurs de greffons, sont dans une énergie vitale, une reconnaissance pour les donneurs et voilà, ils savent la préciosité de la vie, la qualité des médecins, un système qui fonctionne et qui leur permet de vivre chaque fois un peu plus. Une mère qui disait oui effectivement à quoi ça sert tout ça, et puis en fait elle avait une fille après avoir reçu un nouveau cœur. Et voilà, la vie elle avançait, elle continuait. Il y en a énormément d'histoires et de témoignages que j'ai reçus suite à ça, comme l'auteur d'ailleurs qui tarit pas d'anecdotes là-dessus, et c'est très émouvant. Qui intervient d'ailleurs en voix off. Ouais. Béatrice, sur le Facebook, nous parle de poésie d'aujourd'hui. C'est ce que vous avez aimé, vous, Grégoire? Je sais que vous êtes allé voir le spectacle. Ah, moi j'ai trouvé super ce spectacle, vraiment. J'avais beaucoup aimé le livre de Mélisse de Kerangal, et non, ce que j'ai trouvé stupéfiant, c'est je sais pas, c'est que j'ai retrouvé tout ce que j'avais lu dans le livre 1 an et demi plus tôt. Alors peut-être que ma mémoire est défaillante, hein, sûrement. Mais non, quand même, j'étais très impressionné par la densité du spectacle, par tout ce qu'il y a dedans, quoi. C'est-à-dire que... Et je ne sais pas, combien de personnages vous jouez réellement, finalement Je n'ai pas compté, mais j'ai l'impression en fait, d'être un conteur qui raconte l'histoire. Alors j'incarne un petit peu Simon, enfin je donne des signes avec la planche de surf au début parce que c'est la scène qui lance l'histoire. Mais je suis comme ces gens qui vous racontent des histoires et qui sont passionnés et puis qui à un moment se mettent à le jouer un petit peu parce qu'ils sont pris par le truc, mais je le joue pas complètement, mais je silhouette un peu les personnages. Mais il y en a au moins 5 qui sont pris en charge par des voix off que je ne joue absolument pas. Non mais c'est fort parce que le livre de Kerangal, il était assez épais quand même. Dans mon souvenir, il faisait pas loin de 400 pages, quoi. Et là, en 1h25, on y retrouve tout l'essentiel. Alors qu'il y a évidemment, voilà. Enfin, les coupes ont été. Le travail sur le texte, moi, m'a beaucoup impressionné. Et puis après, il y a le jeu d'Emmanuel Noblet. En tout cas, Emmanuel Noblet, vous jouez jusqu'à la fin du mois de décembre, hein, au théâtre si tout se passe bien, au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Merci d'être passé par le studio. On va continuer. Puisqu'on a placé avec vous, Étienne, cette émission sous le signe de la rentrée littéraire, Jean-Christophe Buisson et Grégoire Leménager, vous avez lu pour nous le dernier roman, on va dire roman, provisoirement on va dire roman, de Philippe Besson, un personnage de roman justement paru chez Julliard. Livre dont on parle beaucoup en ce mois de septembre, puisqu'il raconte ou tente de raconter de l'intérieur la conquête du pouvoir d'un certain Emmanuel M. C'est pour être durassien, Emmanuel M, bien sûr. Emmanuel Macron. Alors, je sais pas, on va commencer par vous. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous... Défenseur de cause perdue. D'abord, je me permets de vous rappeler, évidemment, le principe, vous avez donc 7 minutes pour débattre, vous deux, et il y a un chronomètre qui devrait se lancer normalement, très bientôt. Le chronomètre va se lancer. Il est là, voilà. Et ben c'est parti, c'est quand vous voulez, monsieur. Oui, Philippe Besson essaye de se mettre un petit peu sur les rails de ce qu'avait fait Yasmina Reza, L'Aube, le jour, la nuit, quand elle avait suivi la campagne de Sarkozy en 2007, et Laurent Binet avec Rien ne se passe comme prévu en 2012. Et lui, il s'est, on appelle ça embedded chez les reporters de guerre, c'est-à-dire il s'est mis plus qu'à distance du candidat Emmanuel Macron lorsqu'il se présente, il s'est vraiment mis dans le sillage d'Emmanuel Macron, en tentant de raconter ça, en laissant entendre que Macron est un personnage de roman, d'où le titre. Le problème, c'est qu'il ne fait pas du tout un récit romanesque ou littéraire, il fait vraiment un travail de journaliste. Il se tient à une certaine distance, il essaye de se tenir à une certaine distance en faisant un travail qu'il veut subjectif et objectif en même temps, parce qu'il ne fait que relater ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il découvre. Le problème, c'est que depuis 6 mois, tout a été raconté, dans le détail, y compris par des images. Donc ce qu'il raconte à l'intérieur n'a pas d'intérêt, paradoxalement, journalistique, il n'y a pas d'information. Donc ça fait quelque chose d'assez bancal, parce qu'il n'y a pas d'écriture littéraire et il n'y a pas d'information journalistique. Sinon que, et c'est là où ça devient intéressant, si on oublie tout ça et qu'on lit ça de manière linéaire d'un bloc, on apprend des choses sur Emmanuel Macron, je pense qu'il n'était pas prévu, qui sont tout à fait intéressantes. C'est-à-dire que le livre fait 250 pages, et à la 192e page, qui laisse entendre qu'Emmanuel Macron est pour la première fois ému.
on s'aperçoit que Macron est d'une arrogance, d'une certitude, d'un volontarisme, d'une énergie, d'une prétention abyssale. Il ne se rend pas compte. Il se compare à Julien Sorel, à Victor Hugo, allons-y gaiement. À Jupiter aussi. À Jupiter, mais pas dans le livre, par d'autres biais. Donc c'est pour ça qu'il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, il dévoile vraiment Emmanuel Macron dans cette espèce d'arrogance, de prétention, alors que ce n'est pas du tout son objectif initial. Et la couverture est assez intéressante pour ça. C'est un tableau de Monet, non pas parce que Macron vient de la finance, vous avez le droit de sourire, mais parce que ce tableau raconte la fête du 30 juin 1878. Rue Saint-Denis à Paris. À l'époque, le 14 juillet n'est pas encore fêté, puisque ce n'est qu'en 1880. Et c'est une fête qui célèbre la paix et le travail au moment de l'Expo universelle, c'est-à-dire quand la France est un peu le centre du monde. Donc tous ces éléments racontent très bien aussi Emmanuel Macron. Je pense qu'il le prend juste parce qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge et de la foule, mais en fait ça va au-delà. Et ça va même au-delà parce que lorsque cette fête a lieu, Macron a viré Jules Simon de la présidence du Conseil, donc il y a un retour vers les conservateurs dans la République française. C'est assez intéressant parce que ça aussi, ça dit quelque chose de Macron. Donc voilà, il fait un bon livre involontairement. Ouais, c'est ça. Il fait un bon livre, mais sur 1 minute 30, vous avez parlé la moitié du temps de la couverture, donc vous êtes très très, très fort. Mais non, mais c'est décevant quand même, franchement, parce qu'il a été aux premières loges de toute cette campagne. À l'arrivée, il y a un problème de myopie. Il y a un problème structurel d'abord, c'est qu'il fait un travail de journaliste, oui et non. Il fait un travail de journal de bord, c'est-à-dire qu'il note au fur et à mesure tout ce qui se passe. On a vraiment ce sentiment-là. Le problème, c'est que tout ce qui s'est passé, il n'a pas de chance. Ça a été déjà pas mal raconté, partout. Est-ce que c'est pas ça l'info, justement, qu'on sait tout, en fait, que ça ne sert plus à rien d'être en BD pendant 1 an, de toute façon, il n'y a aucune différence entre le fait de suivre le président de près. Oui et non, je ne sais pas, parce que Yasmina, la campagne de Sarkozy, elle avait été bien couverte quand même, et Yasmina Reza, elle arrivait à faire émerger des points de détail révélateurs d'une personnalité de Sarkozy. Là, c'est le cas quand même. Mais je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de surprises. On retrouve à peu près tout ce qui a été dit c'est une bonne synthèse de tout ce qui a été dit sur Emmanuel Macron pendant 1 an ou 2 là. C'est-à-dire que les autres journalistes ont bien fait leur travail. Peut-être, peut-être. Il n'y a plus de différence finalement. Mais bon, on en est un peu lassé. Et par ailleurs, il y a une myopie donc, qui a l'avantage, et une intimité avec Macron qui a un avantage, c'est que Besson a collecté quelques très bonnes phrases de Macron qui sont assez intéressantes sur sa psychologie, disons, sur sa psychologie et sur son rapport à la politique aussi, qui n'envisage ici qu'en termes d'image et d'impact que peuvent avoir les images, et en termes de séduction. Et ça il me semble que c'est assez intéressant. Alors, toutes ces phrases, moi, je vous conseille de les lire dans l'Obs, puisque cet excellent journal a eu la bonne idée d'en publier pas mal d'extraits. Après, pour le reste, c'est décevant, parce que cette myopie, ça fait qu'on est focalisé, encore une fois, sur l'intimité de Macron. Alors, on apprend que son secret, le secret de Macron, je vais vous le dire, texto, c'est lui qui le dit, c'est de s'aménager des parenthèses en partant en week-end en Normandie avec Brigitte. Voilà. Il n'y a jamais d'interrogation vraiment sur le fond de sa campagne, sur ce que ça va mais encore une fois, parce que Besson ne veut pas faire l'écrivain, c'est-à-dire qu'il veut se retenir de tout lyrisme. Et je pense qu'il a tort, parce que c'est un garçon très sensible, qui fait des livres très sensibles. Et là, il a voulu la retenir pour dire, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Et du coup, je pense qu'il se bride, et il bride son style, son talent, si vous daignez lui en accorder un petit peu en tant que romancier. Mais bien sûr qu'il en a, il s'est raconté une histoire. Mais... Alors, sur le style, oui, il aurait pu faire un petit effort quand même, parce que là aussi, son livre est une espèce d'éponge à tous les clichés du journalisme politique. C'est-à-dire qu'à chaque 3 fois par page, on lit que c'est le moment où Macron a fendu l'armure, a déboulé comme un chien dans un jeu de ski, ça y est, la fusée est lancée, c'est le caillou dans la chaussure de telle partie. Enfin, il y a toutes ces formules, mais moi j'en peux plus, ces formules ridicules là, qu'on emploie tout le temps. Et Besson... Là, littérairement, il y a un petit problème. Un écrivain, Macron a le même problème. Macron qui passe son temps à dire qu'il aurait aimé être écrivain, qu'il pourra peut-être être écrivain un jour et qu'il adore la littérature, il passe son temps à enfiler des clichés, des perles, des lieux communs. Mais des lieux communs, pourquoi ? Pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tout le monde y adhère. Donc là aussi, on est dans la com, quoi. Bon, le plus grand reproche que je lui ferais, c'est de ne pas avoir à rétorquer à Macron lorsqu'il lui dit « Quelle aventure !» Comme dirait André Dussolier dans Les Enfants du Marais, de lui avoir rétorqué, mais non, quelle aventure, c'est d'abord L'Homme de Rio, à la fin de L'Homme de Rio de Philippe de Broca. Ça, c'est la plus grande erreur de Philippe Besson. Donc on va dire que c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression macronienne, et qu'il n'a pas forcément trouvé la bonne distance par rapport à son sujet.
Je sais pas, à un moment, il a l'air de se vanter de ne pas avoir lu le livre de Laurent Binet, par exemple, pour pas, je sais pas quoi, parce que ça l'intéressait pas ou parce qu'il voulait pas s'inscrire dans un genre. Bah, peut-être qu'il aurait dû le lire, parce que le livre de Binet, il était intéressant sur la manière dont ça se passe une campagne présidentielle. Et du coup, Besson, je dis pas qu'il fallait qu'il fasse la même chose que Binet, mais ça aurait pu le faire réfléchir à la nature de son entreprise, qui est quand même, qu'il le veuille ou non, un genre. Et ça lui aurait permis de trouver un point de vue un peu plus ferme, plus juste, un angle, quoi. Et il aurait peut-être dit des choses qu'on ne savait pas sur Macron. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Étienne, un petit mot, vous l'avez lu Oui, je l'ai lu, j'ai partagé à peu près l'avis de Grégoire et de Jean-Christophe. C'est un genre qui est voué à l'échec, parce qu'en réalité, la distanciation qui est recherchée, que ce soit par Yasmina Reza, par Laurent Binet et maintenant par Philippe Besson, elle est très très difficile à obtenir. Si près de l'événement, et si on a une petite ambition littéraire, il faut savoir qu'il faut du temps, il faut que les choses se décantent, que la figure de Macron apparaîtra peut-être différente dans quelques années, et faire ce livre extrêmement rapidement pour des raisons de promotion, de marketing, c'est d'emblée voué, sinon à l'échec, du moins à l'insatisfaction. Mais pas l'échec commercial. Non, puisqu'il a été réimprimé. Emmanuel Noblet, vous avez joué Bruno Le Maire dans La Conquête. Ah oui. On a retrouvé une image. On n'a pas d'image. Vous avez joué Bruno Le Maire dans La Conquête. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, de jouer l'irrésistible ascension de Macron? Jouer des hommes d'État. Des hommes d'État, c'était magnifique ce film. Moi, je suis passionné de politique, c'est ma série préférée. Mais donc j'étais content que les scénaristes et les acteurs qui étaient vieillissants, usés et vieillis s'en aillent, et que ça change un petit peu. Je suis pas certain d'aimer le nouveau scénario, mais est-ce que j'aimerais jouer? Oui, bien sûr. Taubira, vous aimeriez jouer. Ah oui, mais là, il y aurait d'autres actrices bien meilleures que moi. Mais non, voilà, moi, je pensais à Besson, ça me donne juste envie de retourner au musée des Beaux-Arts de Rouen, voir cette toile magnifique. Et puis Bruno Le Maire, c'était... Oui, enfin, à l'époque, quand je le joue, c'est-à-dire que dans le film de Xavier Duringer, à l'époque, Bruno Le Maire, il consigne toute la campagne, toutes ces années, et donc il prend des notes, il est dans un coin, il ne dit rien, et c'est un peu ce que j'ai fait dans le film. Voilà, donc, ça. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on va maintenant parler d'un autre personnage de roman, qui est Jean-Luc Godard, dont Michel Hazanavicius dresse un portrait à la fois rieur, mais pas moqueur, sans mépris. Aucun mépris. Dans son nouveau film Le Redoutable. Mais alors, avant que Clara Géliot, qui est critique cinéma au Figaro Magazine, vienne nous en parler, il est temps de vous saluer. Grégoire Le Ménager, merci beaucoup. Jean-Christophe Busson, merci beaucoup. Étienne, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu pour revenir quand vous voulez sur ce plateau. Et puis vous, messieurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour parler cinéma, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous trois. On le disait, Michel Hazanavicius a retrouvé sa veine burlesque de OSS pour faire un portrait sans mépris, si je puis dire, de Jean-Luc Godard, un hommage insolent au père de la nouvelle vague, avec un Louis Garrel excellent. Clara Géliot est allée rencontrer Michel Hazanavicius. Il nous parle de son film, Le Redoutable. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. C'est une figure, alors dans les années 60, moi, juste ou pas, je le considère aussi comme une icône pop, en fait, comme Andy Warhol ou Mohamed Ali ou Gainsbourg. Il a un truc, par exemple, qui est assez rare, c'est qu'il n'a jamais cherché à être sympathique. Donc il a des espèces de fulgurances, il travaille. Il avance par aphorisme comme ça, donc certains s'en emparent, pensent que c'est du génie absolu, d'autres rigolent, mais c'est un personnage. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, salope! Moi, je ne fais pas partie des adorateurs de Godard qui considèrent qu'on ne peut absolument pas le toucher, etc. Donc je comprends que ça frotte un peu sur certains qui sont dans une adoration totale. Mais je crois que si j'avais fait un panégyrique de Godard, ça aurait été du plus grand ridicule. C'est-à-dire que ça ne lui aurait absolument pas ressemblé. Et dès qu'on fait de la comédie, forcément, la comédie implique de la distance par rapport à un personnage. Donc on ne peut pas faire de la comédie en étant en adoration devant son personnage. On ne dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te pondrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Il
il y a quelque chose de profondément godardien qui fait que pour moi, après je le bouge un petit peu, mais je n'ai pas fabriqué un truc. Ça, il y a un petit côté, oui, détournement prenant Louis Garrel. Donc, mais c'est pas malgré lui. D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir fait. C'est juste qu'il amène au personnage, naturellement, il amène son respect pour Godard, son adhésion à Godard, qui fait que dans le dispositif, voilà, moi, dès le début de l'écriture, j'avais Garrel en tête. Ouais. Je crois qu'il ne l'a pas vu. Mais, enfin, j'ai pas reçu le SMS de félicitations, donc j'imagine qu'il ne l'a pas vu. Ouais. C'est un monsieur de 86 ans. Je ne sais absolument pas ce qu'il pense du truc. Moi, si vous voulez, je lui ai envoyé une lettre pour le prévenir. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais en fait, j'en attendais pas non plus vraiment. Voilà. Peu importe, finalement. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du Redoutable. Bonjour Clara, Gélio. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi est-ce qu'il va falloir aller voir Le Redoutable? D'abord parce que c'est très drôle, c'est très inventif, c'est un grand film populaire et c'est étonnant parce qu'a priori le sujet ne l'était pas. Mais Michel Hazanavicius a ce talent de transformer, de malaxer ses sujets pour en faire quelque chose de personnel et de populaire. Avec un Louis Garrel, je le disais en introduction, étonnant, époustouflant. Ouais. On connaissait son potentiel comique, mais là, il se révèle totalement. Oui, il a une ironie, il a un décalage qui est tout à fait délicieux. Quoi. Il est irrésistible, vraiment. Ouais. C'est un vrai travail parce qu'il prend quand même une tonalité dans sa voix, enfin, le chointement un peu godardien. Et il a dû porter une perruque aussi. Apparemment, c'était une épreuve. Michel Hazanavicius nous avait dit ça pendant l'interview. C'était vraiment toute une transformation. Ouais. Je crois qu'au départ, en fait, Louis Garrel s'est très très bien imité Godard et il voulait surtout pas tomber là-dedans, dans le cliché. Basique, ouais. Donc petit à petit, Michel Hazanavicius l'a amené vers ça et finalement, ça donne effectivement quelque chose de... C'est un vrai travail d'interprétation. Ouais. Avec Clara, on a vu le film à Cannes, puisqu'il était présenté en compétition, et on s'est demandé, là-bas à Cannes, on disait, est-ce qu'on a vraiment le droit de rire de Jean-Luc Godard? Est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jean-Luc Godard? Parce qu'il y avait tous les gardiens du temple au festival, les gardiens du temple godardien qui trouvaient quand même que l'initiative était un peu trop iconoclaste. Qu'est-ce qui répond à ça, Michel Hazanavicius, quand on lui dit le côté, non pas impertinent, mais insolent et même irrévérencieux? Et puis surtout, il brise une icône, là, quand même. Oui, alors il répond que Jean-Luc Godard lui-même n'a pas de mal à se moquer de lui-même. Et en même temps, c'est vrai qu'il déboulonne la statue, mais il rend hommage à son cinéma par les plans qu'il fait, par les lumières, etc. C'est malgré tout un vrai hommage. Mais la figure en elle-même, il la voit comme une figure pop, en fait. Et du coup, il se permet effectivement de l'égratigner, mais c'est ce qu'il dit dans le sujet, avec beaucoup de respect, en fait. Hein. Ouais. Vous l'avez vu, Emmanuel, le film? Non, je suis impatient, j'ai très envie de le voir. Merci. Bon, en tout cas, merci. On vous recommande d'aller voir. Effectivement, d'abord, c'était une surprise de rire en compétition à Cannes. Hein, ça faisait du bien. Il y a eu une autre comédie qui était The Square, qui a eu la Palme d'Or. Et de rire de Jean-Luc Godard. Et de rire Oui, c'était un film gonflé. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le côté populaire, parce que c'est vrai qu'on place Jean-Luc Godard sur une espèce de piédestal un peu un pseudo-intellectuel, j'allais dire. Et de le rendre vraiment comme ça populaire, c'était vraiment un gros challenge. Oui, parce qu'au départ, quand on a appris que Michel Hazanavicius allait réaliser un film sur Jean-Luc Godard, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Jean-Luc Godard, quand lui, il a appris, il a dit que l'initiative était totalement débile. Comme il le dit. Ben, en tout cas, merci Clara d'être passée par le studio. On vous recommande donc d'aller voir le Redoutable. Ah, c'est le signal. C'est le signal. Alors peut-être qu'on va l'entendre. Ouais, peut-être. Est-ce que quelqu'un a reconnu l'intro déjà? À part vous, Ariane, parce que c'est de la triche. Ouais. Oui. Quand même. C'est Costa Diva. Ouais. C'est exactement ça. Et quand elle va ouvrir, Maria Callas dans Norma de Bellini, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est notre séquence au tableau, puisque
Ariane. Ouais, Bonjour c'était toi. Ariane Bavelier, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service culture du Figaro et vous avez eu la chance de découvrir en avant-première cette expo qui est consacrée à la scène musicale à Boulogne, à la Calas, pour célébrer les 40 ans de sa disparition. C'est une expo qui ouvre le samedi 16 septembre. Le jour des 40 ans de la disparition de Maria Callas. Alors avec Athénaïs, vous avez interviewé hier toutes les deux Tom Wolfe, qui est le commissaire de l'exposition. On va l'écouter et puis on discute ensuite de l'exposition avec vous. On fait donc cette exposition Maria by Callas pour pouvoir découvrir ou redécouvrir Maria Callas par elle-même, à la fois sa vie de femme et sa vie d'artiste, guidée par sa voix parlée tout au long de l'exposition et bien sûr sa voix chantée à travers les nombreux points d'écoute et tout le matériel audiovisuel qu'on présente ici dans cette exposition, dont beaucoup d'inédits. On a voulu une exposition très moderne et radicalement innovante pour utiliser tous les outils qu'on avait aujourd'hui à notre disposition et des outils aussi qu'on a créés au service de la voix de Maria Callas et au service de son chant et de son art. Et on a pas mal d'innovations ici. On a un système d'écoute sans fil où on se promène tout au long de l'exposition avec un casque sans fil qui va capter des différents points d'écoute. On va pouvoir tour à tour l'entendre nous parler, nous raconter ou chanter et entendre des choses parfois inédites. Et puis on a aussi un peu la cerise sur le gâteau de l'exposition, c'est cette salle qui s'appelle la salle 360, où on va pouvoir avoir une expérience complètement immersive de Maria Callas sur scène. On va la voir et l'entendre exactement comme si on était à la Scala ou à l'Opéra de Paris dans les années 50. Tous les documents viennent pour la plus grande partie des proches de Maria Callas que j'ai rencontrés au cours des 4 dernières années de mon travail et qui nous ont confié ces documents, qu'ils soient documents, objets, mais aussi audiovisuels, des Super 8, des bandes magnétiques, des vinyles pirates, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on pourra découvrir ici. Alors Ariane, on nous promet dans cette exposition de 800 mètres carrés, Maria by Callas, on nous promet une Maria Callas inédite, comme on ne l'avait jamais vue avant. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez découvert une nouvelle Maria Callas 40 ans après sa disparition? Alors oui, inédite et intime. Maria Callas, en fait, c'est une caricature aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'était une caricature avant de la voir dans cette exposition. Hergé s'en est inspiré pour faire le personnage de Blanca Castafiore. Et c'est pareil, elle est égocentrique, elle poursuit... on ne va pas dire que le capitaine Haddock est une autre image d'Aristote Onassis, mais il y a quelque chose comme ça. Un rapport compliqué avec les hommes. Un rapport compliqué avec les hommes, enfin, une manière de penser qu'à elle et d'être toujours dans ses... Bon, en fait, quand on va découvrir ces documents à la scène musicale, on trouve quelque chose, un personnage avec lequel un tête-à-tête est organisé, parce que Tom Wolfe a eu le flair, parce que c'est un coup du hasard total, mais un coup génial, d'aller trouver les derniers témoins qui ont connu Maria Callas. Lui, il ne la connaissait pas, il l'a découverte tout d'un coup, il a été subjugué. Il s'est dit, je voudrais bien rencontrer des gens qui l'ont connue, ça va me prendre 15 jours. Il terminait ses études de médecine à New York. Et en fait, 4 ans après, il y est toujours, mais 4 ans après, tous les gens qui avaient bien connu Maria Callas, qui étaient proches d'elle et qui avaient été traumatisés par le scandale qu'il y a eu au moment de sa disparition, où on a mis aux enchères jusqu'à sa dernière petite culotte, alors que c'était la diva du siècle, ont ouvert leurs tiroirs, ont donné leurs Super 8, ont donné leurs enregistrements, ont donné leurs photos. Et au bout d'1 an et demi, quand Tom a regardé tout ça, il s'est dit, mais ce que je vais faire, c'est demander à Maria de raconter Callas dans ses propres mots et pas m'inspirer de tous les récits de journalistes qui ont été faits pour consolider un scandale, consolider une caricature comme ça depuis 40 ans. Donc en fait, on se promène entre tous ces écrans, on écoute, on zappe, on regarde, on la voit parler, on l'entend chanter, on voit la manière dont au fur et à mesure que son parcours de femme évolue, elle passe d'une voix extrêmement puissante à quelque chose de beaucoup plus humain, Finalement, il n'y a plus l'élan qu'il y avait quand elle avait 20 ans, qu'elle commençait, mais il y a une espèce de travail d'humanité avec même des imperfections, mais qui donne sa couleur très particulière. Et puis on découvre une femme, parce que c'est pas facile d'être Callas. On dévoile Maria qui raconte le drame avec sa mère, et elle demande à son père d'intervenir pour
pour la défendre, parce qu'en fait, elle avait une sœur qui était très jolie et que maman Callas essayait de pousser pour devenir mannequin. Et Maria, on l'avait collée au conservatoire à 14 ans en disant qu'elle en avait 18 et chante ma belle parce que t'es une grosse dondon, il faut faire quelque chose de toi, on va essayer ce truc-là. Et elle était quand même très très négligée par ses parents, donc on voit le père de Maria Callas qui vole à la rescousse d'elle et elle qui se décompose, qui passe la main dans ses cheveux, enfin c'est des archives privées, mais c'est très très poignant. On la voit aussi rigoler sur le yacht d'Onassis et c'est Grace Kelly qui a fait le Super 8 et qui a donné ce document. Donc on découvre une personne... Bon, alors, et ça commence à la scène musicale, la scénographie est très réussie. La scénographie, c'est génial parce que vous baladez comme dans un film, vous zappez, vous entendez, vous regardez, elle vous regarde dans les yeux sur un écran, elle vous parle de tel scandale, elle vous raconte tel moment. C'est une petite séquence très intime, mais très... Une Callas beaucoup moins caricaturale, en tout cas. On découvre que c'est difficile pour Maria d'être Callas. Elle aurait rêvé d'avoir des enfants, de faire la popote pour son mari. Et puis on découvre aussi la cruauté de cette espèce de dualité entre la déesse qu'elle a travaillé à devenir et puis ce qu'au fond elle avait envie d'être. Parce qu'à la fin de sa vie, quand elle rêve qu'elle peut encore redevenir quelqu'un, parce qu'elle rêve à ce qu'elle a été, c'est pas facile d'abandonner une carrière pareille. Il y a un journaliste qui lui pose tout à trac et bon, ok, vous avez réussi votre vie de professionnelle, mais votre vie privée, c'est un massacre. Et elle dit, je suis toujours la petite fille américaine qui rêve que le prince charmant va arriver. Elle est morte 3 mois après, et c'est poignant de voir. Si vous voulez découvrir, merci beaucoup Ariane Bavelier, si vous voulez découvrir un peu plus sur la Callas, justement, c'est donc à la scène musicale, et c'est la première expo de la scène musicale, de cette nouvelle scène. Voilà, alors il faut dire que la scène musicale, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est une salle qui a ouvert il y a... Ben voilà, c'est une salle qui est sur l'île Séguin. Un grand théâtre, 2 grands théâtres. C'est les anciennes usines Renault sur l'île Séguin, voilà. On va terminer en musique avec vous, merci Ariane, avec vous Olivier. On reste sur une avant-première puisque Olivier Nuc, chef de rubrique musique au Figaro, vous avez eu la chance d'écouter le Blitz, le nouvel album d'Étienne Dao, qui ne sortira que le 17 novembre, mais dont on a déjà mis en circulation, en tout cas le premier single qui s'appelle Les flocons de l'été, et un single qui apparemment n'est pas du tout dans la tonalité du disque. Alors racontez-nous, vous l'avez écouté quand? Cet été, c'est ça? Je l'ai écouté, j'ai eu la chance de l'écouter chez Étienne Dao, en sa présence, donc c'est un moment assez particulier. C'est la classe. C'est assez chic. C'est très agréable. Avant les mix, alors ce qui est important de dire, c'est que c'est un album qui est très dense, très touffu. Et donc avant le mix, c'est avant le moment où on fait le tri entre les pistes instrumentales. Il y a énormément d'informations sur ce disque, c'est un disque passionnant. Dans la pop musique, dans la chanson en général, on ne réalise pas ses meilleures œuvres passées 50 ans. C'est rarissime. En général, les meilleurs disques d'un artiste sont entre 25 et 35 ans. Et là, on a une exception monumentale avec Étienne Dao, qui a 61 ans maintenant, qui n'en fait pas mystère, qui est le parrain de toute une pop française très, très nourrie et très reconnaissante de ce qu'il a apporté, et qui en profite pour partir à Londres et complètement larguer les amarres et faire un disque ultra audacieux, ultra risqué. C'est-à-dire avec le producteur d'Eden. Il retrouve le producteur d'Eden, le disque de 96. Eden, qui est son album préféré, qui est aussi un petit peu son album maudit parce qu'il a été incompris. Là, c'est un peu la revanche. Et en plus, étant Étienne Dao, il est toujours à l'affût des découvertes et il est allé chercher ce groupe anglais qu'il a découvert dans un magasin de disques à Londres, le groupe Unloved, un duo avec David Holmes qu'on connaît en tant que DJ. Il est allé les voir, il a fait comme avec Saint-Étienne il y a 20 ans, il a dit voilà, vous m'intéressez. Et c'est rarissime, un artiste de sa trempe, qui plus est français, d'aller voir des Anglais et de dire humblement, voilà, moi j'ai besoin de vous. Il en résulte un disque qui est à la fois très audacieux, très nouveau, puisqu'il y a ces couleurs avec de nouveaux collaborateurs, et en même temps une fidélité au Dao du début avec cette référence permanente à Syd Barrett. Syd Barrett, qui est le fondateur de Pink Floyd, l'inventeur du psychédélisme anglais. Il est allé chercher un des amis de Syd Barrett, qui est un artiste peintre, qui fait l'intro, qui raconte l'introduction du disque. Et après, c'est vraiment le blitz psychédélique. C'est un album complètement lâché, avec des morceaux très longs, avec des ambiances très rock. On n'a jamais entendu Dao aussi affranchi, à la fois de ses modèles et de sa descendance. C'est absolument passionnant. Il ne le jouera pas en scène tout de suite, parce qu'aujourd'hui, il préfère laisser un petit moment entre les tournées et les disques. Je sais qu'il vient de terminer les mix. Ça a été très long et très
très pénible parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à organiser dans ce disque. Je pense qu'il va vraiment étonner tout le monde, y compris les fans de l'historique d'Étienne Dao. Il est prévu début novembre et a priori... Le 17 mi-novembre. Le 17 mi-novembre. D'accord. Et a priori, les fans devraient être étonnés, mais pas forcément déçus. Non, parce que Dao a quand même habitué son public à faire des choses différentes et à faire chaque disque en réaction au précédent. Emmanuel Noblet, la musique est très, très forte et très présente dans Réparer les vivants. Est-ce que par hasard, Étienne Dao aurait pu avoir sa place? Ou la Calas d'ailleurs. Ou la Calas, pourquoi pas? Un autre style. J'ai l'air du froid que j'ai choisi dans Réparer les vivants, même si c'était Benjamin Britten qui était cité dans l'œuvre. Et Maëlys de Kerangal, elle cite Bashung pour le coup. Vrai, La nuit je mens, où elle imbrique le texte et ce que se dit cette femme avec les paroles de Bashung qui résonnent. Ça aurait tout à fait pu être Dao. Oui, parce que Bashung a en commun avec Dao d'avoir fait ses meilleurs disques à partir de 50 ans aussi. Des gens puis elle a une écriture très musicale en plus. Merci beaucoup, Emmanuel Noblet, d'être passé par le Plein de Culture nous parler de la reprise de Réparer les vivants. Vous jouez jusqu'au 28 décembre. Peut-être le 31. Peut-être le 31. Si, je tiens jusque-là. Au théâtre du Petit Saint-Martin. Merci à tous. Merci Clara, merci Olivier. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au même endroit, même heure, la semaine prochaine, avec Audrey Dana qui sera notre invitée. Et on se quitte en musique avec justement Les Flocons de l'été, le premier single de Blitz, qui est le prochain album d'Étienne Dao. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. Allongé sur le sable.